Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire qui vous est proposé par Comap. Je suis Sophie Kello-Gagnant en charge des formations techniques pour HFC, donc Comap et Flamco. Je vous propose aujourd'hui de reparler d'équilibrage avec cette fois-ci un focus sur les bases. Alors j'ai appelé ça les bases un peu techniques puisqu'on va mettre quelques chiffres, histoire de rentrer un petit peu plus dans l'équilibrage. Ce webinaire va durer une trentaine de minutes. Donc, comme d'habitude, vous pouvez poser des questions à l'écrit et j'y répondrai après le webinaire. C'est parti. Alors, en termes de sommaire, je vous propose de revoir les objectifs de l'équilibrage très rapidement. Ensuite, on verra le langage de l'équilibrage. On va parler un peu de débit, on va parler de notions de perte de charge, de pression différentielle et on va voir derrière donc le principe de l'équilibrage. Ensuite, on va aborder l'équilibrage statique. Qu'est-ce que l'équilibrage statique? On va parler des terminaux, des branches, des colonnes, donc les organes d'équilibrage qu'on peut installer, où on positionne les vannes et comment on sélectionne les vannes d'équilibrage. On abordera ensuite l'équilibrage dynamique. Qu'est-ce que l'équilibrage dynamique avec les vannes et les pratiques à l'heure actuelle sur le terrain? Le programme est un petit peu chargé, mais on va voir ça de manière pas trop superficielle, histoire qu'il y ait une suite logique dans ce que je vais vous raconter. Alors, tout d'abord, l'objectif de l'équilibrage. En fait, l'objectif de l'équilibrage, c'est ni plus ni moins de fournir une température intérieure confortable en tout point du bâtiment. Si on n'a pas d'équilibrage, c'est des choses que vous avez probablement déjà vues, on va avoir des émetteurs qui sont fortement alimentés en eau au niveau du pied du bâtiment parce qu'on est près des pompes, donc il va faire chaud. Et en haut de l'immeuble, donc sur le dernier logement, il fera 18 degrés parce que les radiateurs ne sont pas suffisamment alimentés. Pas assez de débit, voire pas de débit du tout. L'équilibrage, ça va être donc de régler les débits sur nos émetteurs de manière à avoir le bon débit au bon endroit et donc une température qui est la température qu'on a calculée pour chacun des logements. Alors, une installation équilibrée, qu'est-ce que c'est? En fait, ce qu'on veut, c'est une température. On veut par exemple 22 degrés en tout point du bâtiment, donc dans tous les logements. Pour avoir ces 22 degrés, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, en fait, on va régler une pression différentielle. On veut la même pression dans tous les émetteurs équivalents. On va parler d'unité égale, vous verrez un petit peu plus tard en quoi ça consiste. Alors, ça peut être une portion d'installation, ça peut être les émetteurs, mais on va régler des pressions différentielles. Et en réglant ces pressions différentielles, on va régler le débit. On parle donc de 100% du débit dans chaque émetteur, c'est-à-dire 100% du débit qu'on a calculé dans chaque émetteur. On parle bien ici du débit calculé, donc du dimensionnement de l'installation. Le réglage de la pression différentielle va nous permettre de régler le débit. Techniquement, c'est ça qu'on va faire avec l'équilibrage. Alors, si maintenant on aborde le langage de l'équilibrage. Notion de débit. Débit, rien de nouveau sous le soleil, c'est des choses que vous connaissez, que tout le monde connaît. Par exemple, ici, j'ai un émetteur, un radiateur, 1500 watts, avec un delta T de 15, c'est-à-dire de l'eau qui rentre à 70, qui sort à 55 du radiateur. Eh bien, le débit pour avoir cette puissance, donc pour avoir la bonne température dans le logement quand il fait froid l'hiver, sera de 86 litres par heure. Rien de particulier là-dessus. Maintenant, on va aborder la notion de delta P. Donc, delta P, pression différentielle, perte de charge, différence de pression, c'est tout la même chose. Mais ce n'est pas tout à fait exactement le même langage. Quand on parle de perte de charge, qu'est-ce qu'on veut dire? Eh bien, en fait, si vous avez ici, donc schématiquement, j'ai une colonne avec des émetteurs, donc des radiateurs, et j'ai une pompe ici qui va pousser, donc qui va apporter la pression dynamique pour que l'eau puisse circuler et notamment puisse circuler dans le radiateur le plus éloigné. Donc, quand la pompe apporte la pression dynamique, elle apporte par exemple 5 mètres de colonne d'eau. Le mètre de colonne d'eau étant une unité de pression qui est utilisée pour les pompes. Quand on dit que la pompe pousse avec une pression de 5 mètres de colonne d'eau, c'est ce qu'on appelle la HMT de la pompe, hauteur manométrique totale de la pompe. Ne prenez pas trop en compte les chiffres que je vous donne, c'est vraiment pour illustrer, d'accord? Donc, ce ne sont pas forcément des chiffres qui illustrent la réalité. Ce que je veux dire ici, c'est que si la pompe pousse
avec une HMT de 5 mètres de colonne d'eau, eh bien, petit à petit, je vais perdre de la charge. C'est pour ça qu'on appelle ça les pertes de charge. Donc, dans mon dernier radiateur, je passe à 4, 3, 2, 1 mètre de colonne d'eau. Donc, ce sont des pertes de charge qui font que je baisse en pression et la pompe doit pousser suffisamment pour apporter de l'eau dans le dernier radiateur qui est ici, celui qui est le plus éloigné au niveau du circuit. Pourquoi l'eau est freinée? Parce que les tubes sont rugueux, parce qu'il y a des diamètres qui sont plus ou moins importants, parce qu'il y a des T, des coudes, enfin tout ce qui va apporter des freins à la circulation de l'eau. Donc, c'est ce qu'on appelle les pertes de charge. Tout ça, ça se calcule au moment où on dimensionne le réseau. Si maintenant on parle de pression différentielle, quand on parle d'équilibrage, souvent on règle donc des pressions différentielles. Par rapport à l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, eh bien ici, si je regarde au niveau de ma colonne, je démarrais au niveau du départ colonne à 5 mètres de colonne d'eau. Au retour colonne, j'ai 1 mètre de colonne d'eau. Donc, ça veut dire que ma pression différentielle entre l'aller et le retour colonne, c'est 4 mètres de colonne d'eau. Là, on parle plutôt en kilopascal. Donc, 4 mètres de colonne d'eau, c'est 40 kPa. Ce qui veut dire que pour alimenter le radiateur le plus éloigné de la pompe, là où le circuit est le plus grand, là où j'ai le plus de pertes de charge, eh bien, il va falloir que je fasse un réglage de pression différentielle sur ma colonne de 40 kPa. Voilà ce que ça veut dire. Mais globalement, quand on parle de perte de charge de pression différentielle, on parle toujours de différence de pression. Donc, c'est finalement la même chose. Le raisonnement n'est pas tout à fait le même, c'est tout. Alors, la pompe dans tout ça, la pompe, elle est très importante, elle est là pour apporter le débit. La pompe doit se régler pour qu'elle puisse alimenter tous les radiateurs. Donc, ça veut dire qu'il me faut la totalité des débits au niveau de la pompe. Et ensuite, elle est là, elle, pour vaincre les pertes de charge. Si j'ai dit que dans ma colonne, j'ai 40 kPa de perte de charge, eh bien, il faut que ma pompe pousse au moins avec 40 kPa, autant dire 4 mètres de colonne d'eau. Voilà ce que ça veut dire. Si la pompe n'est pas réglée pour vaincre les pertes de charge du circuit, qu'on appelle le plus résistant ou le plus défavorisé, eh bien derrière, je n'aurai pas circulation d'eau dans le radiateur et par conséquent, je n'aurai pas le bon débit, donc pas la bonne puissance, donc pas la bonne température à l'intérieur du logement. Donc la pompe est là pour vaincre les pertes de charge. Et quand on règle une pompe, on règle donc sa HMT, hauteur manométrique totale, donc la puissance, en fait, la pression dynamique qu'elle va apporter au circuit. Tout ça, ça se calcule et ça se règle. Alors, la conséquence de tout ça, c'est quoi? C'est qu'on a évoqué que entre l'aller et le retour de ma colonne, pour faire circuler l'eau avec le bon débit, c'est-à-dire le débit nominal dans le dernier radiateur ici de mon circuit, eh bien, au débit nominal, j'ai en fait une perte de charge de 40 kPa. Donc, il va falloir que j'apporte la pression différentielle de 40 kPa pour que l'eau circule. Le problème, c'est que dans les radiateurs qui sont plus près de la pompe, par exemple, le premier radiateur qui est ici, il est calculé pour son débit nominal, lui aussi. Et là, on remarque que la perte de charge, elle est beaucoup plus petite. Le radiateur est beaucoup plus près de la pompe. Et en fait, pour le débit nominal de ce radiateur, j'ai une perte de charge du circuit qui est de 10 kPa. Et en fait, aux bornes de la colonne, on en envoie 40. Par conséquent, techniquement parlant, on peut dire qu'on en a 30 en trop. C'est schématique, ce que je vous dis, mais c'est pour permettre de comprendre. Il y en a 30 en trop. Donc, ça revient à en fait illustrer les choses sous la forme du graphe qui est sur la droite. Ça veut dire que quand j'arrive au premier nœud au niveau du premier radiateur, eh bien, j'ai une très forte pression. Donc, j'ai suffisamment de pression pour que l'eau puisse circuler jusqu'au dernier radiateur, mais j'ai aussi beaucoup trop de pression à l'entrée du premier radiateur. Donc, une pression différentielle qui est trop grande. Et à ce moment-là, mon débit nominal, je ne l'aurai pas, mais j'aurai surtout un surdébit. Donc, ça ne va pas. Et forcément, petit à petit, dans ma colonne, je vais perdre en pression, puisque mon eau continue de circuler, et tous mes radiateurs vont être toujours avec une pression différentielle trop importante, jusqu'à ce que j'ai la bonne pression différentielle sur le dernier radiateur. Donc là, vous voyez que ça ne va pas du tout. J'ai trop de débit, j'ai trop de pression. Donc, il va falloir, en fait, diminuer la pression différentielle sur chacun des radiateurs qui sont ici trop favorisés. Et c'est là le rôle des vannes d'équilibrage. Alors, l'équilibrage statique, maintenant. Qu'est-ce que l'équilibrage statique? Ici, vous avez un schéma
où on voit en fait un robinet, un tuyau. C'est comme si on avait un tuyau d'arrosage avec un robinet. Et en fait, lorsque l'on, je dirais que l'on perce ce tuyau en différents points, plus éloignés les uns que les autres, ici il y a 3 points, bah, de manière logique, quand j'ouvre le robinet, j'ai beaucoup de débit au niveau du de la première fuite, moins de débit, enfin de moins en moins de débit. Pourquoi? Ben, on l'a évoqué, il y a de plus en plus de pertes de charge plus avancent dans le tuyau, donc bah, du coup, j'ai moins de pression disponible pour avoir un débit important. Donc c'est pour ça que j'ai un grand débit sur la première fuite, un peu moins sur la deuxième et moins sur la troisième. Derrière, vous voyez, en fait, c'est une illustration avec des radiateurs, des émetteurs. 2 émetteurs ici, 2 émetteurs au milieu, 2 émetteurs sur la droite. Si j'alimente nos émetteurs, donc on va imaginer que le robinet qui est ici, en fait, c'est ma pompe. Ce qu'on peut voir au niveau de ce schéma pour l'alimentation des émetteurs, c'est qu'ici, ben, globalement ou global, je dois avoir à peu près le débit dont j'ai besoin. Donc la pompe est correctement réglée au niveau du débit. Le problème, c'est qu'ici, sur la dernière branche, eh bien, globalement, je n'ai pas suffisamment de pression dynamique. Donc, il va falloir apporter un peu de la pression dynamique. C'est le rôle de ma pompe. Donc, j'augmente la pression dynamique, je booste un peu la pompe, j'augmente la HMT de ma pompe. En augmentant la HMT de ma pompe, je me retrouve avec suffisamment de pression dynamique au niveau du dernier émetteur. Donc, j'ai mes derniers émetteurs qui sont bien réglés. J'ai le débit, j'ai la bonne pression différentielle. Le problème, c'est que quand j'alimente correctement mon dernier émetteur, si je ne fais rien au niveau des émetteurs qui sont davantage favorisés, ben, j'ai beaucoup trop de pression différentielle, donc beaucoup trop de débit. C'est là où j'installe des vannes d'équilibrage statique. Ma vanne d'équilibrage statique, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, en fait, je vais ni plus ni moins diminuer la pression différentielle disponible ici aux bornes de ma première branche. Donc, c'est le pré-réglage de ma vanne. En fait, finalement, je baisse la pression différentielle, ce qui veut dire que je vais apporter de la perte de charge avec la vanne d'équilibrage statique que je vais installer. Je vais absorber une partie de la pression différentielle qui est disponible puisqu'elle est trop importante. Je règle ma vanne, ce qui me permet de régler ma pression différentielle. Forcément, derrière, je décale un peu les débits sur les autres circuits. Donc, je règle ma deuxième vanne pour absorber de la pression différentielle. Et derrière, s'il y a besoin, je règle les vannes suivantes. Ici, la troisième, je vais la régler également. Et j'ai un circuit qui est correctement réglé. Voilà le rôle des vannes d'équilibrage statique. Donc, au final, eh bien, l'installation de mes vannes d'équilibrage statique, ça permet de répartir uniformément la pression différentielle. Je veux ici la pression différentielle qu'elle soit identique dans chacune de mes 3 branches. C'est ça le but. Et en réglant la pression différentielle, je règle le débit. 2 composantes pour les vannes d'équilibrage. La pression différentielle que je dois régler avec, donc le nombre de kPa que je veux faire passer absorbé par la vanne en quelque sorte, et derrière le débit. Ça va ensemble. Quand je règle l'un, je règle l'autre. Et là, j'ai réglé mon installation dans les conditions nominales parce que ce que j'ai réglé, ce sont les débits nominaux. C'est le rôle de l'équilibrage statique. Au niveau de l'installation, eh bien, les vannes d'équilibrage, on va les mettre à chaque divergence. En fait, dès l'instant que le flux d'eau se sépare en 2, il va falloir installer des vannes d'équilibrage. Donc, on les a sur les émetteurs, on les a sur les branches et on les a sur les colonnes. D'accord? Donc, on met des vannes d'équilibrage dès l'instant que le flux se divise. On va les installer de manière privilégiée sur le retour. C'est essentiellement une question de température. En chauffage, on aura une température plus basse sur le retour. Et au niveau de la climatisation, sur le retour, on aura une température plus haute, ce qui va limiter les risques de condensation. Donc là, on parle de la condensation de l'humidité de l'air sur la vanne quand on est sur l'allée, parce que l'eau est froide. Donc on risque de corroder le corps de vanne. Les organes d'équilibrage statique maintenant. Eh bien, au niveau des terminaux, 3 typologies d'organes d'équilibrage. On va avoir sur l'allée le robinet. Donc, ça peut être un robinet manuel, ça peut être un robinet thermostatique.
Il existe des robinets manuels à double réglage. C'est le cas du robinet SAR, par exemple, de Comap, où il existe une clé de réglage. Donc, on enlève le volant et ensuite, avec la clé, on va régler en fait le débit nominal qui doit passer à travers l'émetteur. Il existe aussi le robinet Universar qui, à la limite, est un peu plus simple à régler puisqu'en fait, autour, vous avez directement une clé de réglage pour régler ce débit nominal. Derrière, ça veut dire qu'on va pouvoir alimenter le radiateur avec un débit qui est entre 0, pas de débit, et le débit nominal en fonction de la température ambiante qu'on veut régler. Là, on est sur quelque chose de manuel. Au niveau thermostatique, on parle de robinets dits à cavité réglables. Donc, en fait, ce sont des robinets avec des positions. On a là aussi une clé de réglage et en fait, on va régler le débit avec le réglage de la position. Il y a une position entre 1 et 6, c'est des demi-positions. Donc, on va régler finement le débit avec la clé de réglage. Autrement, c'est sur le retour. Si on ne peut pas régler le débit sur l'allée parce qu'on a un robinet thermostatique à cavité fixe, par exemple, ou un robinet manuel à simple réglage, eh bien, on va régler le débit sur le retour avec le raccord de réglage. Donc là, en fait, il faut fermer le raccord et il faut le rouvrir d'un certain nombre de tours qui va correspondre au débit que l'on veut régler. Ça, ce sont pour les émetteurs type radiateur. Au niveau des branches et des colonnes, eh bien, l'offre Comap en équilibrage statique, c'est la vanne Vertex d'un côté et la vanne Fluctus de l'autre que je vous ai déjà présenté dans un précédent webinaire. À savoir que la vanne Fluctus, vous avez la petite vanne sur la gauche, la vanne abrite sur la droite. On va du DN15 jusqu'au DN300. Maintenant, la sélection de la vanne. Donc, je ne vais pas aller très loin là-dedans. Je pense que je referai un webinaire pour vous présenter vraiment comment on sélectionne les vannes et comment on les règle. Pour sélectionner la vanne, on parle de notion d'autorité. L'autorité de la vanne, c'est quoi? C'est qu'on veut que la vanne, même quand elle est grande ouverte, elle apporte des pertes de charge. Elle apporte, en fait, elle va maîtriser, elle va avoir un rôle sur le flux, en fait. C'est ça l'autorité de la vanne. Mais attention, il faut faire un compromis entre les pertes de charge que la vanne apporte et derrière, le côté énergétique. On ne veut pas non plus qu'il y ait une pompe qui ait besoin de pousser trop parce qu'on apporte trop de pertes de charge avec l'équilibrage. Donc, comment on fait pour choisir notre vanne? Sur les bulles, sur les schémas, vous pouvez voir le corps de vanne. Donc, ici, en bleu, c'est l'eau qui passe à travers la vanne et en noir, c'est le réglage de la vanne. Si on a un réglage qui est comme celui-ci, une fois qu'on a réglé notre vanne d'équilibrage, eh bien, on s'aperçoit que la vanne, finalement, elle est trop petite. Elle a besoin d'être quasiment grande ouverte. Donc, si on a un pré-réglage qui est comme ça veut dire que quand on va faire la mise en service, donc le réglage fin au niveau de l'installation, au niveau de la mise en service, on n'a pas de marge de manœuvre. Donc, ça ne va pas du tout. C'est une vanne trop petite. Elle a trop d'autorité. Même quand elle est grande ouverte, elle apporte trop de perte de charge. Donc, ça ne va pas. Inversement, sur la droite, vous avez donc ici une vanne qui, cette fois-ci, est quasi fermée. Vous voyez que la partie haut, elle est faible comparativement à la partie non, enfin, la partie bleue est faible par rapport à la partie noire. Donc, en fait, ici, on a une vanne qui, finalement, est trop grande. Il faut quasiment la fermer pour avoir le réglage. Là aussi, on a peu de marge de manœuvre quand on va vouloir faire le réglage fin. Donc, ça, c'est une vanne qui n'a pas suffisamment d'autorité. Donc, ça ne va pas non plus. Ce qu'on cherche, en fait, c'est à sélectionner une vanne qu'on va pouvoir ouvrir idéalement de 75%. Bon, on va se dire entre 60 et 80%, ça ira. Le but ici, c'est d'avoir une marge de manœuvre pour le réglage fin, c'est d'avoir une vanne qui soit suffisamment ouverte pour éviter les turbulences au niveau de la vanne, donc pour avoir un réseau qui fonctionne de manière stable. Donc, on va sélectionner la vanne pour qu'elle ait à peu près 75% d'ouverture. Comment on fait ça? Eh bien, derrière, au niveau des vannes, on va avoir tout un paquet de graphes, de tableaux, etc. Ce qu'on peut faire, c'est utiliser la notion du KV, déterminer le KV de la vanne, autrement dit, la position de la vanne, la position du pointeau pour la fluctus, qu'on veut quand la vanne est réglée. La formule mathématique, si on veut faire des calculs, c'est celle-ci, c'est-à-dire que le débit est égal au KV de la vanne fois la racine de delta P. La delta P, c'est la pression différentielle qu'on veut faire passer à travers la vanne. On connaît le débit, on connaît la delta P, si on fait les choses correctement, on sait quelle est la pression différentielle qu'on veut absorber avec la vanne, donc la perte de charge qu'on veut faire passer à travers la vanne, qu'on veut avoir au niveau de la vanne, et ce qu'on cherche, c'est le KV.
Si on prend un exemple, par exemple, j'ai 800 litres par heure, j'ai une delta P à régler de 9,5 kPa. Si je fais le calcul, je tombe sur un kV de 2,74. Derrière, si on prend la vanne Fluctus, par exemple, eh bien, on regarde les vannes en DN15, DN20, DN25, et qu'est-ce qu'on voit? Que si on prend la vanne en DN20, eh bien, pour un kV de 2,74, j'ai une position de réglage qui est de 7,2. Il y a une centaine de positions sur la Fluctus, donc ça veut dire ici 72% d'ouverture. Donc, c'est très bien, et c'est ce qu'on va faire. On va choisir la Fluctus en DN20, pré-réglage, 7,2, et on va affiner le réglage sur le terrain, et on sera typiquement dans le bon cas de figure avec un réseau qui va fonctionner correctement. Donc, voilà ce qu'on fait si on veut faire des calculs. Si on ne veut pas faire de calcul, il y a d'autres solutions. Il y a aussi les ABAC. Alors, les ABAC, ils existent pour tous les organes d'équilibrage. Ce sont des ABAC, alors ça pique un peu les yeux, hein, honnêtement. On a le débit en abscisse, on a la pression différentielle en ordonnée, en kPa et en bar. Et en fait, eh ben, je prends mon débit de 800 litres, je prends ma pression différentielle de 9,5 kPa et je vais tomber à peu près sur la bonne position de la vanne, autour ici des 70% d'ouverture. Ce sont des échelles logarithmiques des deux côtés. Bon, on peut travailler avec les ABAC, ça prend un petit peu plus de temps que de travailler avec le calcul. L'autre solution, c'est l'application. L'appli MyComap va vous permettre, là aussi, de sélectionner, de pré-régler les vannes. Vous rentrez les données, 800 litres, delta P 9,5 kPa, et derrière, vous testez la DN15, la DN20, la DN25, et à un moment donné, vous allez tomber sur DN20, 72 position, 67,2. Donc, le plus rapide étant effectivement l'application. Alors maintenant, un mot sur l'équilibrage dynamique. Pourquoi aller vers de l'équilibrage dynamique? Quelles sont les limites de l'équilibrage statique? L'équilibrage statique, en fait, c'est un équilibrage qui est fonctionnel donc pour les conditions nominales. On parle donc de débit maximal dans les émetteurs. Ces conditions nominales, en fait, ce sont les conditions les plus défavorables qu'on va rencontrer l'hiver. Là où on a une température la plus froide à l'extérieur, en plein mois de janvier, à Lyon, ça sera moins 10 degrés pour la partie des calculs. Et lorsque le réseau fonctionne à pleine charge, c'est-à-dire qu'on est en 100% de demande, que toutes les robinetteries, les têtes thermostatiques sont toutes grandes ouvertes. C'est aussi un équilibrage qui est valable lorsque on a une installation donc, qui fonctionne à débit constant. Il n'y a pas de variation de pression différentielle sur le réseau. Autant dire que ces conditions nominales, dans la vraie vie, on ne les a pas souvent. Donc, ça veut dire qu'on a un équilibrage statique finalement qui sert de garde-fou puisque tous ces débits, les débits nominaux, on ne les a pas pendant tout l'hiver. On les a peut-être on dit qu'en fait que le débit variable dans les installations, c'est 80% du temps. Donc, l'équilibrage statique finalement n'est plus suffisant quand on est dans la vraie vie. Alors, qu'est-ce qui se passe si je reprends mon installation de tout à l'heure? Donc, mes pressions différentielles sont réglées sur mes 3 branches. Donc, j'ai mes émetteurs qui sont convenablement alimentés. Tout est réglé correctement du point de vue équilibrage statique. Mais dès l'instant que j'ai du soleil, donc des apports solaires, qu'est-ce qui se passe? J'ai ma robinetterie qui se ferme. Donc, ça peut être les vannes thermostatiques, ça peut être les vannes de zone, les vannes de voie à l'entrée du logement. Donc, bref, parce que les thermostats commandent d'arrêter l'arrivée d'eau. Donc, en fait, eh bien, je me retrouve avec de la robinetterie qui s'arrête. Donc, des débits d'eau qui diminuent dans une des branches de l'installation. Comme vous pouvez le voir, si mes débits d'eau diminuent dans une branche, qu'est-ce qui se passe? Ils augmentent dans les autres branches. Donc, on est à débit variable et en fait, les débits qu'on a réglés, ils vont être dépassés. En termes d'efficacité énergétique, ce n'est pas satisfaisant. Si on augmente les apports solaires, c'est pareil, hein, on amplifie le phénomène, on a davantage de débit dans les branches qui vont être alimentées par l'eau de chauffage. Donc ici, il est nécessaire de mettre en place de l'équilibrage dynamique. L'équilibrage statique n'est plus suffisant. Ça veut dire de manière générale que dès l'instant qu'on a des installations qui fonctionnent à débit variable, quasiment toutes les installations aujourd'hui, eh bien, il va falloir mettre de l'équilibrage dynamique si on veut maîtriser les débits, si on ne veut pas apporter trop de débit, donc trop de chaleur. Donc, si on veut si on veut optimiser la consommation énergétique, si on veut aller vers l'efficacité énergétique.
Nos pressions différentielles sont importantes, donc là, on va installer de l'équilibrage dynamique pour régler les pressions différentielles, pour en fait réguler les pressions différentielles ou réguler les débits. Alors, les vannes en équilibrage dynamique, il y a plusieurs possibilités. Tout d'abord, on a les terminaux. On va pouvoir régler les terminaux. Cette fois-ci, ce n'est plus un robinet thermostatique classique qu'on va utiliser, mais c'est un robinet thermostatique auto-équilibrant, donc qui va pouvoir faire en sorte de limiter le débit. Donc, les surdébits ne passeront pas dans les radiateurs. Au niveau des branches et des colonnes, deux typologies de vannes. La vanne PASSIM, pour Comap, c'est la vanne PASSIM et la vanne Vivax. La vanne PASSIM, vous pouvez, au niveau des noms, c'est une DPCV ou alors c'est un régulateur de delta P. C'est le nom que vous pouvez entendre pour ces typologies de vannes, régulateur de delta P. Aujourd'hui, ce sont des vannes qu'on va utiliser surtout en rénovation et qu'on placera en pied de colonne. L'objectif étant de réguler la delta P entre l'entrée, entre l'aller et le retour de la colonne. En régulant cette delta P, ça veut dire qu'on n'aura aucun impact des phénomènes qui peuvent se passer dans les autres colonnes du circuit. D'accord ? Donc, quoi qu'il se passe dans les autres colonnes, la colonne sur laquelle on régule la delta P avec la PASSIM, celle-ci, eh bien, elle va être régulée. Il n'y aura pas de sur-delta P, donc pas de surdébit dans la colonne. On les combine bien avec l'autosar dont je viens de parler, dont le but est d'avoir un débit régulé au niveau des radiateurs. Ensuite, la vanne Vivax. La vanne Vivax, c'est une PICB, encore appelée vanne automatique. C'est un régulateur de débit. Donc, la vanne Vivax, aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on va trouver sous forme de CIC. C'est ce que vous avez sur la droite avec le logo Flore, à l'entrée du logement, dans les logements neufs. L'autre application de ce type de vanne, c'est typiquement à l'entrée des ventiloconvecteurs. D'accord ? Donc, on veut réguler un débit. On va s'intéresser aux paramètres débit pour la régulation. Attention, c'est une vanne dite automatique, mais pour quel que soit en fait l'organe d'équilibrage dynamique qu'on va installer, il ne faut pas oublier qu'il va falloir régler le débit nominal dessus. Donc, l'équilibrage dynamique vient en plus de l'équilibrage statique. Il faut régler le débit nominal sur les vannes. Autrement, si vous ne le faites pas, vous allez bien avoir une régulation, puisque ce sont des vannes qui régulent, mais elles vont réguler ce qu'elles voient, pas ce que vous aurez réglé. Donc, attention à ça. En conclusion, on a vu ici plutôt des bases sur l'équilibrage. Je vous propose d'autres webinaires par la suite pour aller un petit peu plus loin dans ces aspects d'équilibrage. Le prochain étant sur la sélection et le calcul des vannes. On va aller un petit peu plus loin là-dessus. N'oubliez pas que Comap, dans le cadre de l'équilibrage, vous propose une offre de vannes d'équilibrage statique et dynamique. Des vannes faciles à installer, des vannes faciles à régler, comme la Fluctus, la PASSIM, la Vivax, ce sont des vannes qui sont très faciles à régler. Si vous avez des projets d'équilibrage, n'oubliez pas que Comap peut vous apporter une expertise. Aujourd'hui, on a une équipe technique qui est là pour ça, pour vous aider à définir la stratégie d'équilibrage, notamment en rénovation, et pour vous accompagner pour la sélection des vannes, pour la mise en service des produits. L'objectif pour nous tous, c'est donc l'optimisation de la consommation énergétique, qui est un vrai sujet aujourd'hui. Ce webinaire est terminé. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous propose un prochain webinaire qui sera fin mai. On va plus parler cette fois-ci du réglage des émetteurs, avec notamment les têtes connectées. En attendant, vous pouvez nous rejoindre sur les réseaux sociaux, vous pouvez nous rejoindre sur CoExpert. Moi, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.